Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans le futur, ou en tout cas, dans une version possible de notre futur. On va faire ça à travers le livre Vision d'un monde meilleur de Brice Leblé-Vennec. Un livre assez fascinant. Oui. Et notre mission, c'est de décortiquer comment la technologie pourrait redessiner notre quotidien, disons dans les 30 prochaines années. Ce qui est bien, c'est la structure. Ah, l'approche est super maligne. Chaque chapitre commence par une petite fiction, c'est une sorte de mise en situation, on est projeté dans le futur. Et juste après, un essai analyse les technologies d'aujourd'hui qui rendent ce scénario crédible. Tout à fait. Et pour aujourd'hui, on a choisi de se concentrer sur 3 domaines, des choses qui nous concernent tous. La création, notre alimentation et l'éducation. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur positionne chaque vision sur une sorte d'échelle de probabilité. Ah oui, entre science et fiction, c'est ça? Exactement. D'un côté, on a la science, donc ce qui est déjà là, en germe, très probable, et de l'autre, la fiction, qui reste beaucoup plus spéculative. Ça permet de garder un peu les pieds sur terre. Voilà. Le but, c'est pas de lire l'avenir dans une boule de cristal, mais plutôt d'imaginer des futurs possibles, pour mieux s'y préparer, quoi. C'est une bonne manière de cadrer les choses. Allez, on commence fort. On attaque avec l'art et le chapitre L'art et Alan Turing. Un de mes préférés. La fiction nous présente Maria, une avocate, qui s'échappe mentalement d'une réunion, d'un ennui mortel. Et elle se projette dans sa soirée un opéra punk. Et là, il faut s'accrocher. Ah oui, c'est assez spécial. On parle d'un groupe de punk composé à 100% d'intelligence artificielle, une symphonie de drones et, le clou du spectacle, Des Biarritz. Debbie Harry, oui, qui chante un titre inédit, à titre posthume. Le tout accompagné par un orchestre mi-humain, mi-robot. C'est fou. Et pourtant, ce scénario, qui a l'air de la pure science-fiction, il puise ses racines dans des technologies qui existent déjà. Le parallèle évident, c'est OpenIA. Et leur fameux modèle de langage GPT-3. Exactement. C'est un réseau neuronal qui est 100 fois plus puissant que le précédent. Il est capable de générer du texte, des poèmes, des chansons, avec une fluidité bluffante. Et c'est là où ça devient vertigineux. Le livre insiste sur un point crucial. GPT-3 n'a pas été programmé pour écrire des poèmes ou des scénarios. Il a, en quelque sorte, Appris à apprendre. appris à apprendre. Ça dépasse l'entendement. On imagine à peine ce que ses successeurs, GPT-4 et les autres, pourront faire s'ils commencent à raisonner et plus seulement à imiter. Tout à fait. D'ailleurs, dans la fiction, il y a ce détail qui m'a marqué. Maria, elle a un nanocapteur dans le bras qui détecte son ennui et qui lui envoie un paysage sonore personnalisé pour la stimuler. De la personnalisation ultime. Et cette notion de création assistée et de personnalisation, c'est vraiment le fil rouge. Si on passe à l'art visuel, le livre parle des réseaux antagonistes génératifs. Les gants, Les gants, voilà. c'est-à-dire. C'est une sorte de compétition entre deux IA, l'une qui essaye de mentir et l'autre qui la démasque. C'est tout à fait ça. L'analogie du livre est excellente. C'est un jeu constant entre un faussaire, le générateur, qui crée des images, et un détective, le discriminateur, qui essaie de déceler les faux. Et c'est de cette compétition que naît la qualité, en fait. Exactement. C'est de cette compétition acharnée que naît une qualité d'image incroyable. Parce que le faussaire devient de plus en plus fort pour tromper le détective. Et ce jeu a des conséquences très concrètes. L'anecdote du collectif français Obvious est incroyable. Oui, chez Christie's. Ils ont utilisé ce type d'algo pour créer le portrait d'Edmond Bellamy, qui s'est vendu pour 432 500 $. La machine devient artiste et critique de son propre travail. Et là où ça devient encore plus puissant, c'est quand on dépasse l'imitation. Le livre apporte une nuance qui est essentielle. L'algo d'Obvious, c'est un excellent imitateur. Il a appris un style, il le reproduit. Voilà. Mais un autre algorithme, breveté celui-là, qui s'appelle AI-CAN, lui, il est programmé différemment. Son but, c'est de produire de la nouveauté, de créer des styles qui n'existent pas. Attends, ça change tout. Là, on parle plus d'une machine qui copie super bien, mais d'une machine qui pourrait être une inventrice. Précisément. Du coup, la question, c'est plus juste est-ce que c'est de l'art ou pas, mais d'où vient l'idée originale? Et le point de bascule, le vrai, c'est qu'une collection d'œuvres d'AI-CAN a réussi une sorte de test de Turing artistique à Art Basel, en 2017. Ah oui, Oui, le public a été incapable de distinguer ces créations de celles d'artistes humains. On ne parle plus d'imitation, mais bien de créations perçues comme originales par des amateurs d'art. c'est incroyable. Et cette vague, évidemment, elle touche aussi la musique. Ce qui est frappant, c'est que ça se passe à tous les niveaux. Partout.
On a des créateurs indés comme la youtubeuse Taryn Southern qui produit un album entier avec des outils d'IA. On a une reconnaissance institutionnelle avec Aiva, La première IA compositrice à la SACEM. exactement avec des droits d'auteur. Et on a un phénomène pop planétaire comme Hatsune Miku, cette chanteuse virtuelle qui remplit des stades et qui a fait la première partie de Lady Gaga. L'IA est déjà sur scène. Ce n'est plus une expérience de labo. Et ça va même plus loin que le divertissement. On peut toucher à la dimension thérapeutique, au concept de musique qui soigne. Des applications comme Endel, ça existe déjà. Comment ça marche-t-il? Elles analysent tes données biométriques en temps réel, ton rythme cardiaque, l'heure, la météo, et elles génèrent un paysage sonore unique, personnalisé pour t'aider à te concentrer, à te détendre. Ou à dormir. Donc la musique devient une sorte de médicament de précision. Une prescription sonore sur mesure pour notre état mental. C'est l'idée. Le livre imagine des paysages sonores pour se calmer, ou même de façon plus spéculative, pour couper l'appétit. On est vraiment au croisement des neurosciences, de l'art et de la tech. Cette idée de hacker notre bien-être ici par le son, c'est fascinant. Et le livre pousse la logique encore plus loin, dans un domaine encore plus intime, notre assiette. Le titre du chapitre annonce la couleur, des criquets dans la bolognaise. Ça donne envie? La fiction nous plonge dans un dîner de famille. Les Browns mangent des pizzas imprimées en 3D, avec des garnitures sur mesure selon leurs besoins du jour. Franchement, du hachis de verre de farine, du cactus mariné, j'ai du mal à imaginer ça sur ma pizza. C'est la grande question de l'acceptation, c'est sûr. Mais la science derrière, c'est la nutrition personnalisée et le biohacking. C'est-à-dire, Parfait pour notre biologie, en temps réel. Et les technologies sont déjà là. les capteurs de santé, ce genre de choses. Oui, les capteurs, la cartographie de notre microbiote ou des analyseurs de souffle métaboliques, comme Lumen. C'est un petit appareil, tu souffles dedans et il te dit si ton corps brûle des glucides ou des graisses. Et ça t'aide à ajuster tes repas. D'ailleurs, le livre cite des boîtes comme Day2 ou Zoé qui font déjà ça, des conseils basés sur l'analyse de notre microbiote. Mais revenons à ces ingrédients un peu étranges. Il y a une vraie révolution dans les sources de protéines. Le livre en explore 3. D'abord les insectes. Ça, on commence à en entendre parler. Oui, avec des entreprises comme la française Jiminise ou l'Entomilvre en Afrique du Sud, un lait d'insectes pour faire des glaces. D'accord. Ensuite, il y a la viande de laboratoire, la viande cultivée. Des sociétés comme Meatball aux Pays-Bas cultivent de la vraie viande à partir de quelques cellules souches, en quelques semaines, sans jamais tuer d'animal. Mais là, il y a un obstacle psychologique qui est énorme, non? Manger une saucisse qui n'a jamais fait partie d'un cochon. C'est tout l'enjeu. Mais l'argumentaire du livre, il repose sur la nécessité. La troisième source de protéines, ce sont les espèces invasives. Comme les écrevisses ou les méduses. Exactement. Les manger répondrait à un double objectif, nutritionnel et écologique. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Ce n'est pas juste un délire de technophile. C'est une question de survie pour la planète, en fait. C'est exactement ça. Le livre donne une stat qui fait réfléchir. 75% de l'alimentation mondiale vient de seulement 12 plantes et 5 espèces animales. C'est une monoculture hyper fragile. Extrêmement fragile et dévastatrice. Pour nourrir 10 milliards d'humains en 2050 de manière durable, la diversification, c'est pas une option, c'est une obligation. On voit le lien. Et cette idée de personnalisation extrême, d'un produit adapté en temps réel à notre biologie, c'est un écho direct à la musique avec Handel. C'est un excellent parallèle. On passe d'un modèle de masse à un modèle d'hyper-personnalisation, que ce soit pour nos oreilles ou pour notre estomac. D'accord. Après l'art et l'alimentation, on aborde le dernier grand chantier, l'éducation. L'histoire d'intro est très touchante. On suit les pensées de Katinka, une prof à la retraite. Un très beau passage. Elle se souvient de sa classe futuriste, les élèves utilisaient des bandeaux de concentration pour mesurer leur attention. Elle se rappelle surtout de Dimitri, un ancien élève brillant mais atteint de TDAH. Qui a été broyé par le système traditionnel. Complètement. Et elle est convaincue qu'il aurait excellé dans ce nouveau modèle. Ce nouveau modèle, le livre le structure en une base et 3 piliers. La base, ce sont les connaissances universelles. Mais au lieu de les apprendre passivement dans des manuels, On les vit, c'est ça. voilà. Les élèves les absorbent via des CLOM, des cours en ligne qui sont immersifs et ludiques. L'exemple, c'est un hologramme de Napoléon Bonaparte qui vient raconter lui-même sa vie. Donc on supprime les profs, ou est-ce que leur rôle change complètement? Ils se transforment radicalement. Ils sont plus des transmetteurs de savoir brut, mais des coachs, des mentors. Le but de la base, c'est plus la mémorisation. Le savoir est partout. La compétence clé,
c'est le discernement. Apprendre à trouver, évaluer et utiliser l'info. Une compétence essentielle aujourd'hui. Et ces 3 piliers, alors, c'est quoi? Le premier, c'est la stratégie. Apprendre à analyser des données pour tester des solutions à des problèmes concrets. Le deuxième, la technologie. C'est un peu comme des hackathons. On expérimente, on prototype. C'est ça. On leur donne accès aux outils et ils créent. L'échec n'est pas sanctionné, il fait partie de l'apprentissage. C'est une rupture totale avec le système de la bonne et de la mauvaise réponse. Et le 3e pilier? Le troisième, la créativité, est peut-être le plus révolutionnaire. L'objectif, c'est de développer l'empathie parce que le livre appelle l'immersion profonde. L'immersion profonde, ça c'est fascinant. Grâce à la réalité virtuelle et des combinaisons haptiques, un élève peut littéralement marcher 1 kilomètre dans la peau d'un autre. Vivre une journée dans la peau d'un réfugié, d'une personne âgée. On passe d'un apprentissage intellectuel à une compréhension sensorielle. Émotionnel même. Et on s'en rapproche technologiquement. Le livre mentionne le casque HoloLens de Microsoft, la recherche sur la peau synthétique, les lentilles de contact en réalité augmentée. Les briques sont en train d'être posées. Et à la fin, comment on évalue tout ça? Fini les examens sur table? Exactement. Le diplôme final serait plus basé sur une moyenne, mais sur la validation d'un portefeuille de compétences démontrées dans les 3 piliers. Ce qui donnerait une vision beaucoup plus juste des talents de chaque étudiant. Tellement plus juste. Je pense à mes années d'école, au temps passé à mémoriser des dates par cœur. Savoir que ça pourrait être remplacé par l'apprentissage de l'empathie, c'est vertigineux. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, si on essaye de prendre un peu de hauteur, on a une IA qui devient partenaire de création, une alimentation qui devient un carburant sur mesure, et une éducation qui bascule de la mémoire à l'empathie. Qu'est-ce que tout ça nous dit au fond? Là où ça devient vraiment puissant, c'est quand on relie les points. Toutes ces visions, elles convergent vers un futur où la technologie n'est plus un simple outil. Elle devient un collaborateur? Un collaborateur, presque un symbiote. Elle transforme notre rapport au monde, à notre corps, à notre esprit. Elle augmente nos capacités et, au final, elle nous force à nous demander ce qui est vraiment essentiel. Qui nous amène à la pensée finale, qui est inspirée d'une citation de l'artiste Mario Klingemann. Alors que les machines deviennent capables de nous assister et même de nous remplacer dans des tâches de plus en plus complexes, même créatives, une question fondamentale se pose. Qu'est-ce qui nous reste ? Qu'est-ce qui nous rend, nous, encore spéciaux en tant qu'humains? Est-ce que c'est notre capacité à ressentir des émotions, notre empathie, ou une autre qualité encore plus fondamentale qui nous définira demain?